bien, nous allons poursuivre cet après-midi en accueillant le docteur Jean-Jacques Tissler, qui vient de sortir un livre que je vous conseille, Vers la rencontre de Sigmund Freud. Et en lisant ce livre, je me suis dit vraiment que nous nous rencontrions sur une question qui est très problématique actuellement, qui est de transformer l'être humain en chiffre. Et c'est la dernière page de son livre, c'est une préoccupation de l'universel singulier, effectivement, cette quantophrénie qui réduit l'être humain à un chiffre est quand même assez dangereuse, je pense, pour notre société. Bon, toujours est-il que j'ai le plaisir de le recevoir pour qu'il nous initie à cette distinction à faire et qui est très importante, je crois, c'est la distinction entre le pouvoir et l'autorité. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à Rennes. Très bien, merci à vous de me recevoir d'abord, et merci à Madame Abeguet-Simon, que je ne connaissais pas, mais on s'est rencontrés, mais c'est souvent ça l'inconscient, on s'est rencontrés, elle a eu la gentillesse d'être cité mon petit livre sur Freud, et moi je lui ai dit tout de suite oui à cause du nom, tout simplement à cause du nom de son association, de votre association, universel singulier. Parce que je pense que c'est une préoccupation commune, à la psychanalyse également, de toujours essayer de faire valoir l'importance du sujet, du trait de singularité au sein des universaux, c'est-à-dire de veiller à ce que le singulier reste enchâssé dans les universaux. C'est un des grands problèmes là contemporains. Et je lui rappelais qu'après Freud, Jacques Lacan, puisque là vous me disiez tout à l'heure que vous aviez assisté à quelques séminaires de Jacques Lacan, mais Jacques Lacan a essayé de beaucoup travailler ce problème. Comment faire pour que nous restions un parmi les autres? Pas comme chiffre uniquement, mais effectivement un représenté parmi les autres. C'est donc une des grandes questions, une des grandes difficultés, pas simplement du monde du travail, mais du monde contemporain tout court. J'observe les changements concernant le monde du travail, je l'observe à la fois de mon cabinet d'analyste, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui nous viennent pour des souffrances, disons, des souffrances, sinon toujours des violences, mais au moins des souffrances au travail. Et par ailleurs, puisque je dirige une unité d'enfants qu'on appelle un CMPP, Centre médico-psychopédagogique, et par ailleurs, par chance, j'ai toujours eu une activité à l'hôpital psychiatrique, depuis toujours, et encore maintenant, donc, j'interviens dans l'hôpital de Villévrard, qui est un des grands hôpitaux parisiens de psychiatrie, où je fais un enseignement pour la psychanalyse et la psychiatrie classique, et où j'ai pu observer, bien entendu, aussi le changement, incroyable d'ailleurs en une seule génération, le changement d'ambiance dans le personnel, les souffrances du personnel soignant, qui pour moi étaient tout à fait inattendues. Vous savez, c'était très heureux il y a 20 ans d'entrer à l'hôpital psychiatrique, d'un certain point de vue, c'est-à-dire le personnel était très soudé, il y avait des débats en permanence, une ambiance incroyable. Et maintenant, comme partout à l'hôpital, s'est introduit des grandes formes de souffrance, effectivement. C'est ce qui reste quand même à dire et à analyser. Voilà, j'ai pris 3 fils, et puis vous m'arrêterez, parce que si je suis trop long, là vous m'arrêterez en route, c'est pas grave. Mon premier fil est celui-ci. La violence, puisque c'est le titre de votre journée, la violence au travail. Je dirais que la violence au travail, de mon point de vue, c'est comme la violence à l'école. C'est-à-dire, c'est un symptôme d'un fait social qui concerne le lieu, bien entendu, comme on dit la violence dans l'école, on dit la violence dans le travail, mais ça concerne aussi bien le fait social, sociétal, dans sa totalité,
comme dirait le grand Marcel Mauss, c'est un fait social total, dans son ensemble, c'est-à-dire la plupart du temps, le lieu du travail va recevoir une souffrance et va l'amplifier. Cette souffrance, je l'appellerais dans un premier temps une forme de manque de reconnaissance symbolique. Donc souvent les patients que je reçois, c'est plutôt des typologies de cet ordre. Il y a déjà souffrance, et dans le travail, dans leur lieu d'exercice, va être amplifié assez curieusement ce défaut d'identification symbolique. Donc, premier petit point à notre analyse. Le second point, et là vous reprenez effectivement la distinction qu'Hannah Arendt propose immédiatement après-guerre, majeure pour nous, l'autorité n'est pas le pouvoir. Eh bien, comme vous le savez, je crois qu'ici vous en avez parlé, il y a des spécialistes bien plus excellents que moi sur cette question, l'autorité qui est issue d'un savoir-faire, l'autorité issue d'une compétence, l'autorité issue du nom d'un métier. Un métier a un nom. L'autorité issue de responsabilité, voire d'une position de direction, bien entendu, il faut des directeurs, la question n'est pas là. Mais cette autorité se confond régulièrement avec ce qu'on peut appeler le pouvoir des procédures chiffrées. Vous rappeliez ce que je disais à la toute fin là, de mon petit livre sur Freud, que le chiffre, qui est une des productions de l'inconscient, malheureusement remplace la lettre et le signifiant. Oui, bien sûr. Et l'entreprise est un des lieux de perversion de cette question. Or, jusqu'à présent, enfin, sauf si vous me démentez, ce qu'on appelle l'esprit d'une entreprise, ce n'était pas qu'un bilan statistique. Quand quelqu'un entre dans une entreprise, un hôpital, une école, habituellement, il repérait bien d'autres traits, bien entendu, que son seul bilan statistique chiffré. Donc, ce passera mon second point, la question d'essayer d'écarter, de faire un travail qui peut se faire d'ailleurs de manière la collective, d'écarter les mots autorité et pouvoir. Troisième point que vous connaissez pour la plupart très bien, mais auquel nous sommes tous attelés, qui est devenu la toute-puissance des procédures. Et la toute-puissance des procédures, je pense qu'un jour, il faudra en faire le bilan, parce que je pense pouvoir dire, mais je me permets de le dire, moi, uniquement de ma position de psychanalyste, que cette toute-puissance des procédures, c'est une idéologie. C'est une idéologie qui est déguisée en science. Donc on peut nommer cela, ça se présente comme une idéologie, d'abord des procédures, et ça se dissimule, ça se déguise derrière des oripeaux scientifiques. Nous le savons déjà, parce que moi je l'ai déjà lu, nos amis américains sont en train souvent de dénoncer cette culture. Il y a déjà des travaux américains qui racontent combien ça pervertit la vie de l'entreprise et que pour finir c'est contre-productif. Je crains que comme souvent, mais c'est normal, c'est la vie normale, il nous faille quasiment 10 ans pour en arriver aux mêmes conclusions. Mais ça viendra. Il est probable que ces questions vont tomber un jour parce que seront déclarées purement idéologiques. Et comme toutes les grandes idéologies, un jour ou l'autre, le réel les fracasse. Il nous est demandé de prévenir la souffrance au travail, la violence au travail, comme il nous est demandé à nous, psychanalystes ou psychiatres et nos psychiatres, de prévenir l'enfant des maux de notre époque. Il y a une remarque préalable que je souhaitais vous faire, qui est la condition, pour paraphraser quelqu'un de bien connu, la condition de l'homme moderne. On est au croisement d'un paradoxe. La famille, pour chacun de nous, et ça se voit beaucoup dans les grandes cités, je pense qu'à Rennes, ça doit avoir à peu près les mêmes incidences qu'à Paris,
la famille n'est plus le refuge naturel de l'homme. Et ce qui fait que c'est souvent, et vous le savez bien, par vous-même, par votre famille, par vos amis, c'est souvent dans le lieu du travail, au travail, que le sujet va constituer des liens affectifs et sociaux durables. Ça, c'est une dimension sociologique qui est nouvelle. Le fait que beaucoup de solitude affective, familiale, amicale, viennent solliciter dans le lieu du travail la seule amicalité, voire les amours, en quelque sorte, qu'ils puissent y trouver. Ce qui est paradoxal, c'est que dans un mouvement inversé, ce qu'on a appelé longtemps le paternalisme d'entreprise disparaît au profit de ce qu'on peut appeler une culture de l'individualisme et du contrat à durée précaire. Donc, vous voyez, il y a en quelque sorte ce double mouvement qu'il vous faut considérer. Beaucoup des patients, des patientes que je reçois, ils cherchent idéalement à tort. Enfin, c'est dans l'entreprise, c'est dans le lieu de l'hôpital, de l'école, enfin là où ils sont en fonction, qu'ils croient retrouver un peu d'amitié, un peu de présence aux autres. Ce qui souvent leur manque par leur solitude habituelle. Et ils se heurtent donc à ce paradoxe, c'est que nous sommes loin de cette culture d'entreprise maintenant. Cette culture d'entreprise, d'accueil paternaliste des salariés, de leur accompagnement, évidemment, n'est plus du tout ce qui se trouve aujourd'hui sollicité. Hannah Arendt va dire, alors il faut, là je ne vais pas vous faire un cours de philosophie, mais je vous engage à relire les pages qu'Hannah Arendt livre à la sortie de la guerre. Hannah Arendt a ce courage de dire que, au fond, ce n'est pas tellement que nous avons perdu le sens de l'autorité. Elle dit, nous ne savons même plus ce que veut dire le mot. Le mot autorité, nous ne savons même plus ce qu'il vient dire, en quoi il vient lier un sujet et un autre sujet. Et c'est vrai que c'est très bien décrit dans le monde de l'école. L'école qui reçoit de force et de souffrance dès le plus petit, dès la maternelle, l'école n'a plus la force de fournir à elle seule les supports d'identification nécessaires à la structuration de l'enfant. Ça, vous l'entendez, vous le lisez, vous en parlez avec vos collègues enseignants, il y a une souffrance parce que l'école, isolément, n'a pas la force de recevoir cette difficulté et de la vaincre. Le lieu du travail, pour l'adulte, supporte également ce défaut, ce que j'appellerais ce défaut d'identification symbolique. Ce trait qui permettrait, ce trait de singularité, qui permettrait de nous compter comme un parmi les autres, mais liés aux autres, dans un cercle. L'autorité, au sens classique, je crois qu'il y a parmi vous beaucoup de responsables, là, ce qu'on appelle les responsables des directions humaines, des DRH, beaucoup de gens qui sont en position, en principe, d'exercer des formes d'autorité. Pour la philosophe, l'autorité, mais c'est vrai pour l'enseignant aussi bien vis-à-vis d'un enfant, c'est pas la persuasion, il ne s'agit pas de persuader, ce n'est pas la contrainte, c'est nullement la force, et bien entendu, c'est surtout pas la violence. Et ce qui est très intriguant, c'est que nous le savons par la clinique de l'enfant, du petit, l'enfant connaît très tôt le rapport de force et de séduction, le marchandage, le conditionnement par les promesses et les cadeaux. Et donc, il connaît ce qu'on appelle le pouvoir. Il connaît le rapport de pouvoir. Il ne reconnaît plus l'autorité. Et les enseignants se plaignent amèrement de la perte toute simple de l'autorité de leur parole. C'est-à-dire, comme je parle, là, comme je vous parle, il y a un relatif silence.
Mais l'enseignant se plaint que cette force, cette présence de la parole à soi-même ne soit plus reçue, tout simplement. Donc il faut passer par la persuasion, par le marchandage, par les bons points, les cadeaux, enfin, par toute autre chose qui s'appelle le pouvoir. Les formes du pouvoir, le rapport de force. Et donc je pense, mais ça vous le direz vous-même mieux que moi, je pense que souvent dans une entreprise, dans un lieu de travail, ce qui fait autorité au sens classique n'est pas facile à identifier, effectivement. Nous ne savons plus où c'est, où est ce pacte. Nous ne savons pas l'identifier, le salarié ne sait pas l'identifier. Il n'est pas identifiable, il n'est pas partagé. Et donc, il se fait que prolifèrent partout ce que j'appelle les procédures, c'est-à-dire que le contrôle des tâches remplace à peu près partout le pacte de parole, ce qu'on appelle en psychiatrie depuis très longtemps le conditionnement opérant. Là, il y a des travaux américains qui sont très anciens sur le conditionnement opérant, Skinner côté Amérique, ou Pavlov côté russe, si vous préférez, peu importe. Le conditionnement opérant s'appelle aujourd'hui procédure évaluatrice, souvent, et devient, alors là, la psychanalyse nous aide, ça devient en psychanalyse ce qu'on appelle une valeur surmoïque. C'est pas de l'idéal, hein. Ça devient surmoïque. Vous savez ce que c'est le surmoi? C'est cette loi féroce qui sans arrêt nous auto-évalue. Il suffit de relire Freud. Quelqu'un a des idéaux, c'est une chose, c'est normal de vivre en citoyenneté, d'avoir quelques idéaux partagés. Mais le surmoi féroce, c'est autre chose. C'est cette petite voix qui sans arrêt nous dit non, c'est pas assez, c'est pas ça, continue, plus fort, plus dur. Conditionnement opérant. Valeur surmoïque, et vous connaissez mieux que moi tout ça, l'auto-évaluation, les accréditations, les normes, enfin, tout ce qui pullule. Je ne veux pas dire par là d'ailleurs que tout est à jeter, la question n'est pas là, il faut faire attention. Ce sont des signifiants, c'est des mots. Mais tout ça est mis en place souvent avec la sauvagerie que nous appelons en psychanalyse surmoi. Férocité du surmoi. Et donc effectivement, comme vous le savez partout, mais c'est vrai dans les lieux où je travaille, les chiffres, les statistiques remplacent la lecture des bilans. Ça n'intéresse personne que vous racontiez ce que vous faites, enfin réellement. Ce qui intéresse, c'est la toute dernière page, quel est le bilan chiffré. Donc la narration des expériences tombe. Et comme je vous le disais tout à l'heure, l'idéologie, pour moi c'est pas un idéal, l'idéologie de l'hôpital-entreprise, nous savons les souffrances que ça crée. Souffrance du soignant, qui est très inattendue, parce que les soignants, infirmiers, aides-soignants, psychologues, médecins, ce sont des gens qui ont toujours été portés, souvent depuis l'enfance, par un vœu idéalisé, effectivement, de se donner pour l'autre. Quand vous visitez, je pense que c'est facile à faire à Rennes, quand vous visitez un lieu de soins, il n'y a pas besoin d'aller en visite au titre professionnel, hein. Moi, j'ai été en visite là récemment pour aller voir un proche alité, tout simplement, là, quelqu'un de ma famille. Mais qu'est-ce que vous constatez partout? Les gens malades se plaignent qu'ils ne voient personne. Il y a la visite. Ensuite, pour trouver quelqu'un à qui parler, il faut protester. Où sont passés les soignants? Et vous savez où ils sont? Ils sont derrière leurs ordinateurs pour vérifier toute la journée les procédures. C'est aussi simple que ça. Ça, vous demandez, là, tout de suite, demain, ce soir, n'importe lequel de vos familles qui est actuellement hospitalisé, il se plaindra de la même chose. Je ne vois personne. Je ne peux parler à personne, je suis obligé de crier pour demander de l'aide. Et c'est pas qu'il manque du personnel au sens propre, c'est que le personnel est ailleurs. Et là, pour moi, il y a des formes de caricature, puisque le slogan, comme vous le savez, est de remettre le patient au centre du système de soins. Hein, c'est le slogan du moment. Donc le patient, il est tranquillement au centre du système, il est tout seul. Les autres, ils courent, ils s'affairent ailleurs. Non, donc ça paraît drôle, vous voyez, quand on le dit comme ça paraît presque provocatoire, mais quand c'est dans votre vie, quand c'est les vôtres,
Et je ne parle même pas là des personnes âgées, qui constituent quasiment le point le plus sadique de l'affaire. Et le problème, d'ailleurs, que nous avons vécu dans ces lieux, dans ces entreprises, aussi bien dans ces hôpitaux, je ne sais pas si vous en avez parlé ce matin, c'est que souvent la révolte elle-même, après tout, il pourrait y avoir de la révolte, il y a des luttes, mais souvent la difficulté c'est que la révolte elle-même devient une colère vaine, c'est ça qui est cruel et très dépressiogène, c'est que c'est souvent Enfin, c'est pas qu'il n'y ait pas de révolte, les gens voient bien que ça ne va pas, qu'il y a de l'abus, que c'est pas humain, qu'ils ne sont pas devenus soignants pour ça. Mais souvent, ces révoltes se transforment en colère vaine, et sont reprojetées sur l'individu lui-même. Et donc là, on n'a pas le temps d'en faire un cours, mais il y a beaucoup d'articles là-dessus. On pourrait appeler ça une clinique de l'agressivité dépressive, ou de la dépressivité agressive, comme vous voulez, c'est la même chose. Et ce qui constitue un vrai problème clinique. Parce qu'après tout, pourquoi il n'y aurait pas révolte, effectivement? C'est-à-dire forme collectivisée de dire non, ça ne va pas. Mais ça ne fonctionne pas si bien. Combien? Très bien. Je vais, comme ça me permet d'être à la fin assertorique, comme on dit, c'est-à-dire, comme on fait dans les grands cours, de vous donner quelques pistes et définitions. À la place de dire crise de l'autorité, je vous rappelle simplement que Lacan, après-guerre également, a dit déclin de la fonction. Il disait, mais entendez-le comme un aphorisme qu'il faut déplier, il dit déclin du nom du Père. Ça ne veut pas dire culte du patriarcat, méfiez-vous. Ce que Lacan appelle le nom du Père, la fonction symbolique, symboligène, c'est une façon de différencier chez l'humain ce qui est de l'ordre du narcissisme agressif et ce qui est de l'ordre de la relation d'objet. Comment fait-on pour être dans une relation d'objet, c'est-à-dire où il y a du désir, de l'échange, de l'amicalité, de la convivialité, des objets en commun, comme il y a en entreprise, de l'idéal, et comment fait-on pour séparer ça de ce qu'on appelle tout simplement le narcissisme mortel? Donc Lacan, ça vous plaît pas, c'est autre chose. N'appelait pas Satan autorité que du nom du Père, et il en annonçait pareillement le déclin. Effectivement, 50 ans après, on en voit les échéances, et le fait que bien souvent les postes en entreprise sont présentés avant tout sous le biais de l'individualisme effectivement narcissique. Il faut tuer son copain, son camarade, son chef. On appelle ça les killers, ça plaît. Donc, problème clinique psychopathologique majeur, que Lacan avait accompagné effectivement comme la philosophe. Il précisait, j'en termine, vous voyez 2 minutes, il précisait que faute de s'appuyer sur cette métaphore symboligène, nous allions passer à un ordre de faire qui était de l'ordre du nommé à. Vous voyez, c'est intéressant. Il dit, vous ne voulez pas de la nomination symbolique, vous ne voulez pas du tiers, eh bien vous aurez un nommé à des tâches, nommé à des charges. Et vous voyez, alors là, c'est vraiment de la clinique de l'entreprise tout à fait précise. On est tous nommés à faire ci, faire ça, refaire ça, repositionner cela. Polyvalence dans l'hôpital, on appelle plus ça un chef de service, mais un chef de pôle, enfin, etc., etc. Ce nommé à, qui vient à la place de la fonction, qui permettait de symboliser ce qui était de l'ordre de la relation à l'autre et du narcissisme, effectivement est à l'œuvre dans la culture d'entreprise. Une nomination, le nom d'un métier pour finir, c'est très important, c'est un des noms du Père, le nom d'un métier. Évidemment, c'est une fierté, c'est une ambition, c'est un appui, c'est une identification forte. Une nomination peut être symbolique, porteuse d'ambition, d'un idéal, d'un défi, d'un désir, et une nomination, si elle est réelle, nommée à, peut réduire le vivant à un numéro échangeable et interchangeable. Et ça, c'est extraordinaire, on en parlait à midi avec une autre collègue, mais vous savez, c'est incroyable comme dans une université ou un hôpital, combien d'un service à l'autre, mais l'ambiance peut être totalement différente. Vous avez tel service où quelque chose circule du désir, et tout le monde le sait, enfin les jeunes s'y précipitent, et le service d'à côté qui a les mêmes effectifs, les mêmes salaires, les mêmes ceci, et qui est délétère, à quoi c'est dû? Mais c'est lié.
à ce problème de positionnement, de nomination de la vie des métiers de nomination symbolique. Donc j'en termine, vous voyez, j'ai été dans le temps, j'en termine tout à fait. Je pense qu'il y a à l'œuvre aujourd'hui quelque chose qui devrait être raconté par les gens de l'entreprise eux-mêmes, qui sont les formes de l'idéologie déguisée en science. Nous avons fait ce travail en psychiatrie par rapport à toutes les niaiseries sur la psychiatrie dite biologique, qui aujourd'hui commencent à être reconnues comme des forfaitures scientifiques. Je pense, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas à dire en sciences de l'entreprise qu'il y a du scientisme idéologique et qu'il y a à le dire, à le préciser, à le raconter. Ça fait le lit de la violence au travail. Deuxièmement, je pense, mais ça c'est une petite idée qui m'est personnelle par expérience, je crois que réunir les gens, travailler collectivement sur les écarts signifiants sémantiques, ça a toujours une vertu. Travailler sur l'écart entre pouvoir et autorité dans un service, évidemment, c'est très important. C'est très important et ça peut être une de mes toutes petites propositions pour faire face à ce qui vous a réunis. C'est-à-dire, ou pour le dire de la manière la plus simple et pour rejoindre à nouveau par un autre biais Hannah Arendt, mais faire en sorte que quand même, dans tous les lieux où nous vivons, il y ait de la pensée. C'est-à-dire, il y ait de la pensée qui pense, la pensée pensante. Voilà, je vous remercie.